Elles vont d'abord commencer à avoir des fenestrations comme ça. Oh, putain, elle est énorme. Voilà le fruit. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, sur Instagram c'est La Petite Plante Verte. Je fais des vidéos de plantes, de jardinage. Alors vous connaissez tous la Monstera, il y en a plusieurs. La Monstera, donc Rhaphidophora tetrasperma, très populaire Monstera adansonii. Et vous avez bien évidemment la Monstera deliciosa et ça va être le sujet de cette vidéo. Comme vous l'avez remarqué, en ce moment elle est très populaire. Tout le monde la veut dans son intérieur. Pourquoi? Parce qu'elle est très facile d'entretien, elle est très belle, très décorative. Et puis vous connaissez tous ou pas sur Instagram le hashtag Monstera Monday, donc qui consiste à prendre une petite photo avec ça ou ces Monstera et la mettre sur Instagram avec le hashtag. Il y a pas mal de vidéos sur déjà cette plante. Moi aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est parler de son histoire, son entretien et pourquoi elle est comme ça. Vous la connaissez plus particulièrement sous le nom de Monstera deliciosa. Pourquoi elle est appelée deliciosa? Tout simplement parce que son fruit se mange et il aurait le goût de l'ananas. Et donc c'est pour ça, délicieux, deliciosa. Maintenant je vais vous montrer parce que j'ai la chance d'en avoir un sur l'une de mes boutures. Donc voilà le fruit, d'ailleurs il est en train de s'ouvrir. Elle part du milieu de la tige. Par contre le fruit il se mange pas tout de suite. Au début c'est toxique, il faut attendre qu'il soit mature. Donc vous amusez pas à les manger hein. Les graines on peut soit les manger, soit les planter pour faire d'autres Monstera. Alors elles viennent principalement des forêts tropicales d'Amérique latine où il y a une atmosphère assez humide, chaude, froide. Donc c'est une plante qui s'adapte parfaitement bien au changement climatique de 0 à 18 degrés. Comme vous avez pu le voir sur la bouture que je viens de vous montrer, ou si vous en avez aussi chez vous, vous avez dû voir que elle a de très longues racines aériennes qui en fait vont chercher l'humidité de la pièce, de l'air ambiant et qui vont aussi s'implanter dans la terre pour faire des racines. Et vous savez quoi, la nature elle est tellement bien faite que je vais vous expliquer pourquoi ces feuilles elles ont des trous. C'est un, parce qu'il y a beaucoup de vent pour pas que les feuilles s'abîment et se fassent emporter par le vent, et de deux, pour laisser les feuilles du dessous bénéficier également du soleil autant que celles du dessus. Quand vous achetez vos Monstera en jardinerie ou autre, vous allez avoir très rarement des feuilles comme ça. Vous pouvez en trouver mais c'est rare. La Monstera elle pousse avec des petites feuilles sans trou, sans fenestration. Au fur et à mesure qu'elle va pousser, en fait c'est là qu'elle va avoir plus de fenestration, donc ça va être un peu long pour quand elle en ait des comme ça forcément. Donc là il y a la taille qui joue un rôle mais aussi l'âge de la plante, elle est assez vieille. Plus elle pousse et plus elle a des fenestrations, mais je vais vous montrer du coup comment elle est au début. Mais encore une fois je pense que vous le savez déjà parce que beaucoup en ont et ont la version classique, je vais dire, de la Monstera. Donc ça c'est le deuxième stade parce qu'en fait le premier c'est tout simplement des feuilles qui n'ont aucune fenestration, c'est les toutes jeunes. Et au fur et à mesure qu'elles vont pousser, qu'il va sortir de nouvelles feuilles, elles vont d'abord commencer à avoir des fenestrations comme ça. Donc elles vont commencer d'abord avec 2 ou 3 et un peu plus comme sur celle-là. Donc là il y en a 4, après il y en aura 5, 6 et petit à petit elle va avoir des trous de plus en plus petits et nombreux. On le voit très bien. Donc là ça commence avec des petits trous comme ça et puis ça finit avec beaucoup plus de trous comme celle-là où franchement on les compte même plus hein. Vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors maintenant je vais parler de son entretien en général. J'aimerais commencer ce thème en disant qu'elle est trop simple à bouturer franchement pour les débutants. Moi quand j'étais débutante
une de mes premières plantes a été la Monstera. J'ai trop bien réussi à la bouturer. D'ailleurs, je vais pas trop m'éterniser sur ce sujet là parce que j'ai fait une vidéo où je l'ai trop bien expliqué. Je vous la mettrai juste au dessus. Mais je vais quand même vous montrer une des boutures que j'ai bouturées, forcément. Donc là, il y a de la terre dessus parce qu'on me l'a apporté avec de la terre. J'ai coupé, il y avait 0 racine. La seule racine, c'était celle-ci, c'était une racine aérienne. Et tout ce que vous voyez en blanc, c'est ce qui est sorti. C'est plus long de bouturer une bouture, que ce soit à Monstera ou autre, l'hiver. Parce que l'hiver, la plante, elle est au ralenti. Elle marche quand même, mais c'est plus long. Celle-là, je l'avais coupée vers l'hiver. Pendant tout l'hiver, elle a sorti 0 racines, c'était très très long. Dès que les beaux jours ont commencé à arriver, elle a poussé plein de racines. Maintenant, en ce qui concerne l'entretien, c'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de luminosité. C'est une des plantes qui supporte assez bien le manque de luminosité. Par contre, c'est sûr qu'elle va adorer qu'il y ait beaucoup de lumière. Attention, pas de soleil direct, mais le petit rayon de soleil du matin qui passe et qui n'est pas constant, elle adore aussi comme toutes les plantes. Pourquoi je dis pas de soleil direct? C'est parce que ça brûle la plante, donc ça fait ça en fait. Celle-là, j'allais mis sur le balcon, ça l'a brûlée. Et là, elle est devenue un peu jaune, donc ça c'est les signes typiques de brûlure de soleil. En ce qui concerne le substrat, je fais un peu le même substrat pour beaucoup de plantes. Là, en l'occurrence, j'ai fait une vidéo où je la rempote, où je montre bien celle qui est juste derrière. Donc je vais vous mettre la vidéo juste au-dessus si ça vous intéresse. Je mets du terreau universel, je mélange avec perlite, vermiculite, un peu de perlite ou de petits cailloux dedans pour aérer le mélange, que ce soit pas trop compact, parce que vous le savez peut-être ou pas, si la terre, le mélange de substrat, il est trop compact, trop serré, l'eau ne s'écoule pas bien et c'est là que les racines vont pourrir, donc c'est pas ce qu'on veut. J'aime bien aussi rajouter des copeaux de coco ou alors vous avez aussi les copeaux de pin mais qui sont assez acides. Ça va ou ça va pas, les avis sont assez, il y en a beaucoup sur le sujet. Moi j'en ai déjà mis, ça n'a pas fait grand chose. Mais c'est mieux les copeaux de coco. Et il y a un avantage à utiliser des copeaux de coco d'ailleurs, c'est que pendant l'arrosage, ils vont absorber l'eau. Et même quand la terre elle est sèche, ils vont redistribuer l'eau. Donc c'est pour ça que ça peut vous rallonger la période à pas arroser. En parlant d'arrosage d'ailleurs, franchement, en ce qui concerne ma propre expérience, déjà laissez mes Monstera plusieurs semaines sans arrosage parce que je trouve qu'elle le tient assez bien. On le voit direct quand elle en manque d'eau, ça fait à peu près la même chose pour toutes les plantes d'ailleurs. La feuille elle devient un peu plus molle et elle tombe un peu plus. Alors que là la Monstera, je l'ai déjà laissée 3 semaines sans arrosage. Elle s'en portait très bien. Vaut mieux pas assez l'arroser que trop, parce que rattraper une plante qui a trop été arrosée c'est très difficile. Alors que rattraper entre guillemets une plante qui n'a pas été assez arrosée, c'est trop facile, vous l'arrosez, c'est réglé. Je vais vous parler d'une autre chose qu'elle adore, qui lui rappelle notamment son environnement d'origine. Un air ambiant, je vais vous donner des petites combines. Celle que tout le monde connaît, c'est de brumiser. Après, il y a d'autres techniques du quotidien que vous pouvez installer dans votre routine. C'est par exemple étendre votre linge à côté des plantes. Ça va tout de suite augmenter l'humidité de l'air ambiant. Vous allez le sentir de toute façon. Les plantes, elles en raffolent. Dans la cuisine, si vous faites cuire des pâtes, mettez vos plantes à côté. Quand vous prenez une douche, ramenez vos plantes dans la salle de bain. Ou si vous avez encore mieux des fenêtres dans la salle de bain et beaucoup de luminosité, laissez les plantes dans la salle de bain. Elles adorent l'humidité ambiante, c'est leur dada quoi. Ce que vous pouvez faire, c'est acheter des humidificateurs. J'en avais un énorme, donc je l'ai pas là, je sais plus combien de litres, mais il est énorme comme ça. Donc ça va jeter un gros jet d'humidité, c'est assez coûteux, donc vous pouvez commencer avec un petit appareil. Ce sera pas très efficace si vous avez beaucoup de plantes, ce sera plutôt efficace pour une petite plante. Donc les plantes, elles ont en dessous de leurs feuilles ce qu'on appelle des stomates. Ça va avec le processus de photosynthèse. Si vous connaissez pas, si vous ne savez pas ce que c'est, donc tout simplement la feuille est verte. Le vert en fait, ça veut dire que la plante elle attrape la lumière, ça fait de la photosynthèse. Elle n'en fait pas la nuit forcément, et donc en dessous il y a les stomates. Les stomates sont ouverts le jour
et ils sont fermés la nuit. Donc c'est ce qui va attraper l'humidité, tout comme les racines aériennes. Donc les feuilles attrapent aussi l'humidité ambiante grâce aux stomates qui sont en dessous des feuilles. À savoir, super intéressant, en ce qui concerne les plantes maritimes, les stomates sont situés au-dessus, à la face supérieure des plantes. Si vous voulez améliorer la photosynthèse de votre plante, donc il serait préférable de temps en temps à nettoyer leurs feuilles. Il y a beaucoup de recettes maison qui sont sur le net. J'en ai essayé quelques-unes, donc c'est là que je peux vous dire avec mon expérience personnelle lesquelles ont été les mieux pour moi. Il y en a qui utilisent de la bière, je l'ai fait. Alors certes ça rend les feuilles très brillantes, apparemment c'est pas bon parce que justement ça bouche les pores de la plante quoi, ça c'est pas top. Il y en a qui utilisent même du lait, ça par contre je l'ai pas utilisé. Il y en a qui utilisent de la glycérine végétale, j'avoue que j'ai pas non plus utilisé. Mais ce qui a plutôt bien réussi pour moi, ça a été le savon noir. Attention, naturel, enfin pas le savon noir que j'utilisais pour laver le sol, parce que souvent ils rajoutent des trucs pour que ça sente bon, des produits. Il n'est pas 100% naturel. Surtout faites attention à ça, il faut que ce soit un savon qui est vraiment 100% naturel. Vous mélangez par exemple pour 1 litre d'eau, vous mélangez 2 cuillères à soupe, ça devrait le faire. Vous rajoutez une petite goutte d'huile d'olive s'il n'y en a pas déjà dans le savon. Vous mélangez à de l'eau, vous prenez une petite lavette et vous nettoyez comme ça et vous faites un deuxième rinçage avec de l'eau claire. Moi, je vais vous montrer le savon que j'utilise, Marius Fabre. Je sais pas si non vous n'allez pas le voir, mais il est hyper épais, donc hyper concentré. Il y a déjà de l'huile d'olive naturelle dedans, donc franchement je pense pas que je peux trouver mieux. Et ce qui est bien en fait, c'est que le savon noir il va éviter que vous ayez des trips, les cochonnies, enfin toutes ces petites bêtes qu'on veut éviter d'avoir. Vous pouvez aussi utiliser 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Ben voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Surtout les remarques constructives. Apprenez-moi aussi des choses comme je vous en apprends. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.